Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve dans un nouveau cours de mécanique rationnelle, donc dédié au chapitre 3, intitulé La statique du solide. Donc dans ce chapitre, on va s'intéresser à la statique des solides et à l'équilibre des solides dans l'espace. Vous avez déjà vu en cours de physique 1 en première année, vous avez traité la statique du poids matériel. Donc le poids matériel, il n'a pas de volume, il n'a pas de dimension. Donc dans ce cours-là, on va s'intéresser à des corps solides qui ont une géométrie, qui ont un volume. Et on va voir la répercussion de ce volume-là ou cette géométrie-là sur l'équilibre statique du solide en général. La statique est la partie de la mécanique qui étudie l'équilibre des systèmes matériels soumis à un ensemble de forces. Donc, dans le chapitre Hada, on va étudier la statique, l'équilibre, توازن أنظمة مادية تؤثر عليها قوى. Donc الأنظمة هادو قادرة تكون نقطة مادية أو مجموعة من النقط المادية. Ces systèmes peuvent se réduire à un poids matériel, un ensemble de poids matériels, un solide, جسم صلب, ou un ensemble de solides, مجموعة أجسام صلبة. Dans ce chapitre, nous analyserons les actions mécaniques exercées sur ces systèmes à travers l'étude de l'équilibre de celui-ci. Donc on va analyser les actions mécaniques, القوى الميكانيكية التي تؤثر على هذه الأنظمة لدراسة التوازن حالة التوازن. Un système matériel est en équilibre statique par rapport à un repère donné si au cours du temps, chaque point de l'ensemble garde une position fixe par rapport au repère. Donc, un système matériel est considéré en équilibre statique. توازن ستاتيكي بالنسبة لمعلم. المعلم تاعنا لازم يكون un repère inertiel ou galiléen, معلم ثابت. Si au cours de temps, أثناء مرور الزمن, كل نقطة من هذا النظام تاعنا, chaque point de l'ensemble garde une position fixe. موقع تحافظ على موقع ثابت بالنسبة للمعلم. إذن on va dire que le système est en équilibre statique si tous les points du système جميع نقاط النظام ثابتة بالنسبة للمعلم. Donc dans ce chapitre-là, on va s'intéresser aux solides indéformables. Donc bien sûr, tous les solides sous l'effet d'action des forces peuvent se déformer. تتشوه. Ça veut dire si vous prenez un cube ou bien une sphère, si vous prenez une sphère après déformation, la forme de la sphère se transforme, elle devient une forme ovale. شكل كروي ولا شكل بيضاوي. Mais nous, on va considérer que même sous l'action des forces, la forme initiale, الشكل الأولي للجسم يبقى هو نفسه الجسم بعد تأثير القوى. Donc c'est des corps indéformables, غير قابلة للتشوه. On va commencer d'abord par les axiomes de la statique. Donc un axiome du grec ancien axioma désigne une proposition indémontrable, donc اقتراح غير مبرهن عليه, utilisé comme fondement d'un raisonnement. Donc on va utiliser des axiomes pour pouvoir fonder un raisonnement, pour pouvoir définir les formules de la statique. Alors le premier axiome, الاقتراح الأول, pour que deux forces appliquées à un solide parfait se trouvent en équilibre, il faut et il suffit qu'elles aient le même module, des sens contraires, et soient portées par la même droite joignant leurs points d'application. Donc si un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ça veut dire automatiquement ces deux forces, elles ont la même ligne d'action, نفس المنحى, la même ligne, la même droite, elles sont portées par la même droite, elles ont le même module, نفس الطاولة, et des sens opposés. اتجاه معاكس. Donc ça c'est le premier axiome. Alors, deuxième axiome. Au système de force appliqué à un solide parfait, on peut ajouter ou retrancher n'importe quel système de force équilibré sans que l'effet du premier système s'en trouve modifié. Ça veut dire si on a un corps sur lequel agissent un ensemble, un système de force, donc si on ajoute à ce corps un deuxième système équilibré, ça veut dire que مجموعة القوى اللي راح نزيدوها تساوي صفر. Donc le système الأول, le système initial, se trouve non modifié, il restera le même. Donc quand on ajoute un ensemble de forces équilibrées, ça veut dire que leur somme c'est 0. C'est comme si on a ajouté un 0.
Donc le système initial s'en trouve sans modification. Alors l'axiome 3, les forces exercées par deux solides l'un sur l'autre ont toujours le même module, la même direction et des sens opposés. C'est le principe de l'action et de la réaction, ou bien la troisième loi de Newton. مبدأ الفعل وردة الفعل. Quatrième axiome, si un système de force donné est équilibré sur un solide, il reste équilibré aussi sur tout autre solide. Les dimensions et la forme du solide ne jouent aucun rôle dans la statique du solide parfait. Ça veut dire si on a un ensemble مجموع قوى تؤثر على جسم مادي. Donc si إذا كان مجموع القوى هذه متوازنة تبقى متوازنة إذا غيرنا الجسم. Donc elle est équilibrée sur tout autre solide. Donc ça veut dire que les dimensions et la forme du solide ne jouent aucun rôle dans la statique du solide parfait. Le cinquième axiome, si un corps déformable se trouve en équilibre, il le reste aussi après la solidification. C'est le principe de solidification. Ça veut dire si on a un corps déformable, un liquide, ou bien un corps pâteux, sous forme d'une pâte, donc il est déformable, il est en équilibre sous l'effet d'un ensemble de forces, donc il le restera aussi après la solidification. Par exemple, si vous avez du béton en équilibre dans son coffrage, donc il le sera après solidification et suppression du coffrage. Alors l'axiome numéro 6, la résultante de deux forces appliquées à un même point du solide a un point d'application en ce même point. Son module et sa direction sont déterminés par la diagonale du parallélogramme construit sur ces deux forces. C'est la règle du parallélogramme. Donc si vous avez deux forces appliquées au même point d'un solide, donc le résultante, il suffit juste de tracer le parallélogramme et la résultante est appliquée au même point. Les liaisons, les appuis et les réactions. Donc on dit qu'un solide est libre s'il peut se déplacer dans toutes les directions. Donc comme on a trois directions, donc selon les trois directions, le solide peut se déplacer selon les trois directions et il peut tourner sur les trois directions. On dit qu'il a 6 degrés de liberté. Donc le solide, s'il a moins de 6 degrés de liberté, ça veut dire qu'on lui a enlevé, on lui a supprimé un ou plusieurs degrés de liberté. Donc dans ce cas, il est lié, marbout. Donc un solide qui est lié, il se déplace dans des directions déterminées, ou il est immobile, ça veut dire que le nombre de degrés de liberté est inférieur à 6. Donc quand le nombre de degrés de liberté est inférieur à 6, donc soit il se déplace dans certaines directions uniquement, ou bien il est immobile. Donc il est immobile lorsque les 6 degrés sont supprimés. Donc les corps matériels qui s'opposent au mouvement du solide sont appelés liaisons. Donc pour supprimer un ou plusieurs degrés de liberté à un solide, il faut appliquer ce qu'on appelle des liaisons. Et les forces qu'ils exercent sur le solide sont des réactions. Donc les liaisons vont créer des réactions, ce qu'on appelle les réactions de liaison. On va commencer par étudier la liaison sans frottement. Donc dans le cas d'une liaison sans frottement, بدون احتكاك, entre un solide et un plan مستوي, ما بين جسم ومستوي, la réaction est toujours normale, عمودية, au point de contact, نقطة الالتماس, quel que soit le nombre de forces extérieures appliquées au solide. Donc ici cette échelle, donc cette échelle-là, donc si le contact est lisse entre l'échelle et le mur, donc la force ici, elle est normale au mur, c'est la force normale N1, c'est la réaction du mur sur l'échelle. Et sur le plancher, j'ai la réaction N2, la réaction du plancher sur l'échelle. Et c'est toujours perpendiculaire au plan. Donc la brique ici qui est posée sur le plancher, donc l'action de la brique sur le plancher, c'est le poids, mg, et la réaction du plancher sur la brique, c'est N. Donc généralement la réaction, quand elle est normale, on la note N. Ici j'ai cette forme-là, qui est une forme sphérique, qui est posée sur un plan. Donc le contact s'effectue entre le plan et la sphère, ce contact s'effectue en un seul point. Je vais dire que ce point-là, c'est le point d'application. Donc la normale N, elle est perpendiculaire au plan. Donc ici, c'est cette forme sphérique. Donc j'ai plusieurs forces qui s'appliquent à cette forme-là.
et la réaction elle est perpendiculaire au point de contact au plan. Considérons maintenant une liaison avec frottement, donc un contact entre un solide et le sol et le plancher, et ce contact-là s'effectue avec frottement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les surfaces du solide et du sol ne sont pas lisses, donc les surfaces sont rugueuses. Donc sath khashin. Et cette rugosité, elle va gêner le mouvement, ou bien elle va provoquer des forces de frottement lorsqu'on veut déplacer la brique. Donc ces obstacles-là vont gêner le mouvement. Donc pour pouvoir déplacer la brique, il faut que F soit supérieur à une certaine valeur que je vais appeler Fs, la force de frottement statique. Donc quand je veux déplacer la brique, je dois appliquer un effort F qui augmente. Donc cet effort F là, il va augmenter. À un moment donné, il va atteindre la force de frottement statique. Alors à ce moment-là, la brique va décrocher. Donc le moment de décrochage, c'est le moment où la brique commence à avancer. À ce moment-là exactement, la force de frottement est égale Fs ou bien force de frottement statique. Ensuite, après que la brique ait commencé à avancer, donc la force de frottement va diminuer légèrement et va se stabiliser et on aura une force de frottement dynamique, ce qu'on appelle Fd. Donc la force de frottement statique c'est Fs et la force de frottement dynamique c'est Fd qui est légèrement inférieure à Fs. Alors maintenant, d'un point de vue équilibre, donc je vais décomposer la réaction en deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle que je vais appeler la force de frottement qui est opposée au mouvement. Donc quand je veux déplacer la brique vers la droite en utilisant un effort F, donc la réaction du plancher sur la brique va se décomposer en deux parties. Un effort normal et un effort tangentiel opposé au mouvement. Donc, et entre la réaction et l'effort normal, j'ai un angle que je vais appeler phi. Et je peux revoir que tangente phi, c'est F, la force de frottement, sur N. Donc, lorsque la brique se met à avancer, donc la force de frottement aurait atteint la valeur maximale Fs. Donc, tangente phi, ça va être Fs sur N. Donc, ce tangente phi là qui est égal à la force de frottement maximale Fs sur N, je vais l'appeler le coefficient de frottement statique. Donc, Fs égale mu S fois N. Voilà. Donc, si la force de frottement est inférieure à mu S fois N, ça veut dire inférieure à Fs, donc il n'y a pas de mouvement. Dès que F soit supérieur à mu S fois N, donc j'ai mouvement. Donc ça c'est le... Donc maintenant, quand il s'agit d'un frottement, d'un contact solide-solide, donc j'utilise un coefficient de frottement statique mu S lorsque les deux corps sont immobiles, donc lorsque la brique est immobile par rapport au sol. Mais quand j'ai un mouvement, je vais utiliser un coefficient de frottement dynamique parce qu'on a vu que la force de frottement dynamique est légèrement inférieure à la force de frottement statique. Donc je vais utiliser un autre coefficient que je vais appeler mu D, le coefficient de frottement dynamique qui est légèrement inférieur ou dans certains cas, il est égal au coefficient de frottement statique. Maintenant, on va voir quelques types de liaisons utilisées en mécanique rationnelle. Donc, en premier lieu, la liaison libre. La liaison libre, elle est appelée liaison, mais en réalité, le corps est libre. Ça veut dire qu'il y a zéro liaison. Donc, nous avons les 6 degrés de liberté qui sont disponibles. C'est le cas d'un satellite dans l'espace. Donc, ça, c'est un type de liaison où tous les degrés de liberté sont disponibles. Maintenant, lorsque un des degrés de liberté est supprimé, donc, nous avons plusieurs types. Nous avons plusieurs types de liaisons. Donc, la liaison la plus simple, ce qu'on appelle l'appui simple ou la liaison appui ponctuel ou appui plan. Donc, ici, le solide s'appuie sur un point ou bien il s'appuie sur un plan. Sath. Donc, ici, nous avons ce corps sphérique, shakl korawi, qui repose sur un plan. Donc, le contact s'effectue en un point. Donc, la réaction est perpendiculaire au plan. Ça, c'est un appui ponctuel. Donc, nous avons 2 translations et 3 rotations. Donc, le corps
il peut se déplacer selon deux directions sur le plan et il peut tourner sur les trois axes X, Y et Z. Alors l'appui plan, il est représenté par l'appui de ce solide sur le plancher. Donc il faut imaginer que ce solide a un contact plan, ça veut dire une surface d'appui plane avec le plancher. Donc ce solide-là, il peut se déplacer selon deux directions. On va dire que les directions du plan c'est X, Y, donc il peut se déplacer selon deux directions. Et il peut tourner autour de l'axe vertical. Donc nous avons deux translations et une rotation. La même chose, ici nous avons un autre exemple d'appui simple ou bien d'appui ponctuel. Donc les solides ici, ils reposent sur un point. Donc ici c'est un contact ponctuel. La réaction est perpendiculaire au solide, au plan du solide. Et ici nous avons aussi la même chose, un contact ponctuel qui s'effectue sur une surface cylindrique ou bien une surface sphérique. Donc la réaction est perpendiculaire au solide. Donc ici, dans les deux cas, nous avons une translation possible et une rotation parce qu'on est dans le plan. Donc on a 3 degrés de liberté en tout, 2 déplacements, une rotation. Le fait de poser le solide sur un appui, donc on a supprimé le déplacement dans cette direction. Donc nous avons gardé le déplacement dans cette direction et la rotation autour de l'axe perpendiculaire au plan. La même chose pour ce cas-là. Donc quand on dit suppression d'un degré de liberté, ça veut dire qu'il faut voir que si le mouvement est possible sans qu'il y ait rupture de la liaison. Ça veut dire si le contact est toujours maintenu entre le solide et l'appui quand on fait le mouvement, ça veut dire que ce mouvement-là est possible. Par exemple, ici, le mouvement n'est pas possible parce que si je déplace le corps dans cette direction-là, il n'y a plus de contact entre le solide et son appui. Donc, on dit qu'on a rompu la liaison. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce contact-là supprime un degré de liberté. Alors, les liaisons articulations. Donc, il y a plusieurs façons d'articuler un solide selon le mode de fixation, son mode de fixation. Donc, en pratique, un solide est articulé soit par une liaison pivot annulaire ou pivot glissant, par une rotule à doigt, ou par une rotule. Donc, on va voir les différentes liaisons en détail. Donc, la liaison pivot dans le plan. Donc, ici, je permets au solide de tourner autour de l'axe Z qui est sortant de l'écran. Donc, j'ai une seule rotation. Donc, c'est une liaison pivot. Ce qu'on appelle la liaison pivot, elle permet une seule rotation et j'ai 5 degrés de liberté qui sont supprimés. Alors, la liaison pivot annulaire est représentée par le glissement ou bien le roulement de cette bille dans ce chemin-là. Donc, j'ai 3 rotations possibles. Donc, la bille, elle peut tourner autour des 3 axes en plus d'une translation. Donc, la bille, elle peut translacer selon un axe à la fois. Donc, j'ai eu à la fin 4 degrés de liberté. Donc, deux liaisons. J'ai 2 degrés de liberté qui sont supprimés. Ça, c'est pour la liaison pivot annulaire. Pour la liaison pivot glissant, donc j'ai le corps, il peut tourner autour de son axe propre. Donc, j'ai une rotation plus un déplacement selon l'axe. Donc, en tout, j'ai 2 degrés de liberté. Une translation et une rotation. Donc, j'ai 4 degrés de liberté supprimés. Donc, j'ai 4 liaisons. Alors, la liaison rotule, c'est une liaison qui permet les 3 rotations et qui supprime les 3 déplacements. Donc, en tout, j'ai 3 liaisons. Donc, 3 degrés de liberté supprimés qui sont les déplacements. Et j'ai 3 degrés de liberté qui sont les rotations. Donc, le solide, il peut tourner autour de cet axe-là, comme il peut tourner autour de cet axe-là. Et il peut tourner autour du 3e axe. Donc, j'ai 3 rotations. La liaison rotule à doigt, c'est une liaison rotule à laquelle on a supprimé une des rotations en utilisant un petit élément qui s'appelle le doigt. Donc, c'est le mécanisme type qu'on retrouve sur les leviers des boîtes à vitesse des véhicules roulants. Donc, vous avez 2 rotations et une rotation autour de cet axe-là qui a été supprimée. Donc, en tout, on a 2 rotations et 4 liaisons puisque 4 degrés de liberté ont été supprimés. Alors, les barres rigides. Les barres rigides,
de poids négligeables transmettent l'effort de la liaison selon la longueur. Donc on utilise souvent en mécanique et en génie civil des éléments solides qu'on appelle des barres. Alors les barres transmettent l'effort selon leur axe. Donc ils travaillent soit en traction, shadd, ou en compression, dart. Donc une barre, elle transmet l'effort selon son axe ou bien selon sa longueur. Les liaisons flexibles, ce sont les liaisons transmises par les câbles ou bien les cordes, hibal. La réaction dans les liaisons flexibles est appelée tension, shidda. Elle est dirigée selon la direction du flexible, donc la direction de la corde. Donc la réaction عندها نفس المنحى الحبل. Donc كيما يكون الحبل تكون la réaction تابعة ليه. Enfin, la liaison encastrement. Donc, la liaison encastrement, c'est la liaison qui supprime les 6 degrés de liberté. Donc, dans le cas ici, j'ai un encastrement dans le mur. La poutre, elle est ancrée. Elle est ancrée dans le mur. Donc, elle ne peut pas se déplacer. Elle ne peut pas tourner. Donc, j'ai 6 réactions ou bien 6 liaisons à déterminer. Les réactions de déplacement qui sont différentes de 0 parce que les déplacements ont été supprimés, et j'ai aussi les moments de réaction puisque les rotations ont été supprimées. Donc chaque degré de liberté supprimé produira une réaction ou bien une liaison à calculer. Donc ici par exemple nous avons 6 inconnus. Une liaison encastrement engendre 6 inconnus, 3 forces de réaction et 3 moments de réaction à déterminer en utilisant les lois de la statique. Axiome des liaisons. Pour tout corps solide lié, il est possible de supprimer les liaisons en les remplaçant par les réactions et de le considérer comme un corps solide libre soumis à l'action des forces et des réactions de liaison. Donc, tout corps qui subit des liaisons, ça veut dire ici j'ai une barre ou bien j'ai ce corps-là, ce corps solide qui est encastré dans le mur. Donc, ce corps solide est en équilibre sous l'effet des forces extérieures appliquées et de l'encastrement. Je vais supprimer l'encastrement et je vais considérer que le corps solide est libre, soumis à l'action des forces et des réactions. Je garde les forces et je remplace l'encastrement par ces réactions. Donc ici, j'ai supprimé 6 degrés de liberté, 3 translations et 3 rotations. Je vais les remplacer par 3 réactions selon l'axe X, ROX, ROY et ROZ, et 3 moments de réaction, MX, MY, MZ. Donc ici, le corps est en équilibre sous l'effet des forces, des actions et de l'encastrement. Ici, il est en équilibre sous l'effet des forces, des actions et des réactions. Donc ce dessin-là s'appelle le diagramme libre du corps solide. Le diagramme libre du corps solide, c'est un dessin où on supprime toutes les liaisons et on les remplace par les réactions correspondantes. Maintenant, on va définir la notion d'équilibre statique. On va commencer par l'équilibre d'un poids matériel. Donc, un poids matériel, il n'a pas de forme, il n'a pas de volume. Donc, son équilibre est défini juste par la somme des forces appliquées. Donc, si la résultante, le muhassila, des forces extérieures appliquées au poids matériel est nulle, donc elle est nulle, c'est 0, donc on dit que le poids matériel est en équilibre statique. On appelle poids matériel une particule suffisamment petite pour pouvoir négliger ses dimensions, ihmal ab'ad, et repérer sa position par ses coordonnées. Donc la position du poids matériel, c'est ses coordonnées. Un poids matériel est en équilibre statique lorsque la somme de toutes les forces extérieures auxquelles il est soumis est nulle. Donc pour un poids matériel, il est en équilibre statique si la somme des forces extérieures est égale à 0. Maintenant, avant de parler de l'équilibre des forces pour un solide, on va définir d'abord le torseur des forces extérieures. Les forces appliquées à un solide peuvent être représentées mathématiquement par un torseur d'action qui s'écrit en un point O. Donc, pour un solide, comme il a un volume, il a des dimensions, il a une forme, donc les forces appliquées au solide, ou bien en plus de leur effet en tant que force, donc il y a un deuxième effet
sur le solide qui va se présenter sous forme de moment. Parce que le solide, il a une forme, donc je peux calculer le moment de la force par rapport à un point, par exemple le O. Donc, pour un solide, la force définit deux actions. Donc, elle agit en tant que force de compression ou bien de traction. Et elle agit par rapport à un point donné du solide, elle agit en tant que moment. Donc, elle peut engendrer un moment. Donc, on va dire que les forces appliquées à un solide, si on les regroupe, ils vont me donner une résultante, muhassila. Et l'effet de ces forces-là par rapport à un point O, il va me donner un ensemble de moments. Si je groupe tous les moments, je vais avoir un M0. Donc pour un solide, un ensemble de forces, il a deux résultantes. Il y a la résultante des forces et la résultante des moments. Donc on va regrouper ces deux entités, ces deux vecteurs-là, en une seule entité mathématique qu'on va appeler le torseur. Donc le torseur d'un ensemble de forces est un vecteur qui a 6 composantes. Les 3 composantes de la résultante et les 3 composantes du moment résultant des forces extérieures. Donc R, c'est la résultante des forces extérieures appliquées, et MO, c'est le moment de la résultante au point O. C'est azm al-muhassila par rapport à O. Le moment résultant d'un ensemble de forces, c'est la même chose que la résultante des moments des forces. Ça veut dire si je regroupe les moments des forces individuellement, j'aurai le même résultat que si je calcule le moment de la résultante. Azm al-muhassila yusawi muhassilat al-uzum. L'équilibre du corps solide est défini en calculant le torseur des forces extérieures. Un solide S est en équilibre statique par rapport à un repère R de centre O et de base IJK si chaque point de S du solide reste fixe dans le temps par rapport à R. Ça veut dire chaque point du solide ne se déplace pas. Il est fixe. En conséquence, on dit que le torseur des forces extérieures en tout point, par exemple O, est nul. C'est-à-dire si je prends n'importe quel point de l'espace, par exemple ici je prends l'origine, je calcule la résultante des forces, il faut qu'elle soit nulle. Et si je calcule le moment résultant des forces extérieures par rapport à O, je trouve aussi 0. Donc si les deux quantités R et M sont nulles, on dit que le torseur des forces extérieures, il est nul. Et comme conséquence, le solide est en équilibre statique. Donc rappelez-vous, pour un point matériel, il suffit juste de vérifier que la résultante des forces est égale à 0 pour dire que le point est en équilibre statique. Pour un solide, il faut vérifier que la résultante des forces est égale à 0 et le moment résultant est égal à 0. Donc il faut vérifier que le torseur des forces extérieures est nul pour dire que le solide est en équilibre statique. Maintenant, pour la condition d'équilibre analytique, le fait que le torseur des forces extérieures soit nul, ça veut dire la résultante égale 0 et le moment résultant égale 0. Ceci se traduit analytiquement par une résultante des projections sur l'axe OX nul, et une résultante des projections sur l'axe OY qui est nul, et une résultante des projections sur l'axe Z qui est nul. Donc on dit que la somme des forces selon l'axe X c'est 0, la somme des forces sur l'axe Y c'est 0, et la somme des forces selon l'axe Z c'est 0. Ceci pour R égale à 0. La même chose, un moment résultant nul induit, ou bien nous donne en conséquence, la projection des moments sur l'axe OX elle est nulle, et la projection des moments des forces extérieures sur l'axe OY, elle doit être nulle. La même chose, la projection des moments des forces extérieures sur l'axe OZ doit être nulle. Donc, le fait que le torseur des forces extérieures soit nul, ça nous donne 6 équations à résoudre pour déterminer les différentes réactions. Alors maintenant, nous avons des cas particuliers, par exemple ici dans le plan. Donc, si on prend comme plan X, OX, OY, et j'ai un solide qui est en équilibre dans ce plan-là sous l'effet de 4 forces, F1, F2, F3, F4. Donc, il suffit, le torseur, l'équilibre du corps solide est assuré si le torseur des forces extérieures est égal à 0.
Donc, ceci induit une résultante des forces qui est égale à 0. Donc, il suffit de vérifier la résultante des forces sur X et Y. Et pour la somme des moments, il suffit juste de vérifier la résultante des moments selon Z, puisque nous n'avons pas de moments sur X et Y. Donc, tous les moments vont se retrouver sur Z. Donc, on se retrouve avec trois équations. Donc, rappelez-vous, dans le slide précédent, dans l'espace, le solide dans l'espace, on avait un torseur de force extérieure nulle qui nous a donné 6 équations. Dans le plan, on a juste 3 équations. Ça veut dire que pour pouvoir résoudre un problème de statique dans le plan, il faut avoir au maximum 3 inconnus. Dans le cadre de la mécanique rationnelle, bien sûr. Et il faut avoir 3 inconnus uniquement. Sinon, le problème serait hyperstatique et sa résolution dans le cadre de la mécanique de rationnelle n'est pas possible. Il faut faire appel à des équations de la résistance des matériaux. Donc, dans le cadre de la mécanique rationnelle, pour résoudre un problème dans le plan, on a au maximum 3 inconnus et 3 équations à résoudre. Alors, ceci pour vous montrer que lorsque les forces dans le plan OX ou Y, si les forces sont dans le plan XY, alors les moments sont Z. Donc, il suffit juste de calculer le produit vectoriel. Donc, si je prends la force FI qui a pour bras le vecteur OAI, donc le produit vectoriel OAI vectoriel FI, donc c'est XI, YI0 vectoriel FIX, FIY0. Et ce produit vectoriel va me donner une composante selon Z. Et les composantes selon X et Y, c'est 0. Donc, rappelez-vous, quand vous travaillez dans un plan, la résultante des forces est dans ce plan-là, mais la résultante des moments est dans l'axe perpendiculaire au plan. Ici, c'est l'axe Z. Alors, un autre cas particulier, c'est le cas des couples. Les couples. Donc, la résultante des forces est nulle, reste à vérifier le moment résultant. Un couple de forces, ce sont deux forces qui ont la même direction, donc elles sont parallèles, elles ont le même module et des sens opposés. Donc nous avons F1 qui est égal à moins F2. Même direction, même module et sens opposé. Donc si je calcule le moment des forces extérieures par rapport à O par exemple, donc ça va me donner OA1 vectoriel F1 plus OA2 vectoriel F2. Ça c'est le moment de F1 et ça c'est le moment de F2 par rapport à O. Ça me donne OA1 vectoriel F1 plus A2O vectoriel F1 puisque F1 est égal à moins F2. Donc je remplace ici F1 F2 par moins F1 et le moins je l'utilise pour transformer OA2 en A2O. Donc cette écriture est équivalente à cette écriture. Et je peux voir que si je prends F1 en facteur, ça va me donner OA1 plus A2O, ça fait A2A1. Donc c'est le vecteur A2A1 vectoriel F1. Et la même chose, je peux écrire ça comme A1A2 vectoriel F2. Donc vous avez le choix entre utiliser A1A2 vectoriel F2 ou bien A2A1 vectoriel F1. Donc ça c'est le moment d'un couple de forces appliqué à un solide. Donc pour un couple de forces, la résultante est automatiquement nulle, reste à vérifier le moment. Si on trouve que le moment des forces est nul, donc le solide est en équilibre statique. Voilà. Ceci termine le chapitre 3 dédié à la statique du corps solide. Merci pour votre attention. Salam alaikum.